Vous avez vu la coordination, on a fini en même temps avec la conférence Oulipo. Donc la parole est à vous, je crois que tu devras un micro. Merci beaucoup. Qui se lance? Alors je prends par paquet de 3 pour qu'on ait le temps d'avoir plus de questions. Juste est-ce que vous pouvez déjà avec l'Égypte, vous avez parlé de la Tunisie et puis de l'Algérie, parce que c'est un cas vraiment particulier. Et comment peut-on expliquer que ce printemps arabe ne soit pas qui est arrivé, mais comment expliquez-vous que ça n'a pas donné lieu à ce qui s'est passé en Tunisie ou à ce qui se passait en Égypte? Est-ce le pétrole, est-ce la décennie droite qui n'était pas loin? Est-ce un régime moins dur que les régimes qui existent en Tunisie? Vous parlez tout à l'heure des services spéciaux, de l'insécurité que ressentaient les uns et les autres, pour leur bien, pour leur famille, etc. Voilà. Quelle explication vous pouvez donner au cas? Merci. Deuxième question. Ça, ensuite. Bonsoir. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur formuler 2 remarques et avoir votre sentiment là-dessus. Alors, vous parlez du Hezbollah notamment, et de l'intervention et du rôle crucial que joue le Hezbollah en Syrie. Alors ma première question était, est-ce que vous ne pensez pas que derrière l'axe évidemment chiite qui peut exister au service du maintien au pouvoir de Bachar el-Assad, il y a également un sentiment de revanche des Libanais après les décennies d'occupation des armées et des troupes syriennes du père Hafez el-Assad au Liban et toutes les exactions qui s'en sont suivies. Et j'avais également une remarque aussi sur les révolutions. Alors vous avez parlé de l'Irak et de l'intervention aussi catastrophique des États-Unis et de la communauté internationale. J'aurais également avoir votre sentiment sur les interventions internes au jeu d'alliance entre pays arabes. Par exemple, j'ai l'exemple notamment de Bahreïn. Il y a eu la révolution Bahreïn qui, comme chacun le sait, est majoritairement chiite, où il y a eu l'aspiration du peuple de renverser le pouvoir et la famille régnante, et où ça a été réprimé dans le sang, avec notamment une très forte intervention de l'Arabie Saoudite, avec la bénédiction, ou du moins l'accord tacite de la communauté internationale. Merci d'abord pour votre réponse, franchement c'était très intéressant. Moi en ce qui me concerne, j'ai plusieurs questions. Comment dire, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure lorsque vous avez parlé des rentes pétrolières. Moi je m'interroge beaucoup sur alors certains me traiteront peut-être de complotiste, mais je ne comprends pas que, par exemple, des pays tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, des pays de ce niveau-là, comment dire, où on devrait s'attendre à ce qu'il y ait des réactions très violentes par rapport à la manière dont ces pays sont gérés depuis très longtemps, et où là, il n'y a manifestement pas de souci, les choses continuent de la même manière, alors que dans des pays qui étaient pour le moins avancés, alors on peut évidemment, je suis parfaitement d'accord avec vous sur le fait que Saddam Hussein et d'autres des tyrans comment dire, totalement accomplis, et puis on a pu voir toutes les difficultés que les citoyens ont pu vivre à ce moment-là, mais qui étaient malgré tout, au niveau des pays arabes, lorsqu'on fait des comparaisons, qui étaient relativement avancés, et sur un aspect également de laïcité. Et c'est là où moi je me pose des questions en me demandant finalement si ça n'a pas été d'une certaine manière organisé pour que des pays tels que ceux-là, moi-même je suis d'origine marocaine, lorsque au Maroc, les pays qui semblaient être les modèles entre guillemets des pays arabes, là où on retrouvait le maximum de culture, le cinéma, etc., c'était la Syrie, c'était l'Irak, c'était le Liban. Moi je parle des années 70-80 par exemple, où c'était un peu les modèles. Et là, on se retrouve avec des pays qui ont reculé. Alors, si on voit les images de ce qui se passe en ce moment en Syrie, c'est une catastrophe incroyable. Et donc, la question que je me pose, c'est le lien finalement avec le pétrole. Vous l'avez évoqué rapidement, mais j'aimerais bien enfin, voilà, comment vous pouvez expliquer aussi le fait que les pays du Golfe, par exemple, soient si stables. Merci. Oui,
Alors, je vais d'abord répondre sur le pétrole au sens large, parce que, d'abord, soyons clairs, le pétrole est une malédiction. Les Arabes se porteraient beaucoup mieux s'ils n'avaient jamais eu de pétrole. On voit bien que le pétrole soit pu permettre à des régimes de type golfien une stabilité. Vous savez, le régime saoudien, au printemps 2011, débloque, écoutez-moi bien, 120 milliards de dollars. Vous savez, ça calme quand même les esprits, 120 milliards de dollars pour 25 millions d'habitants, je vous laisse faire le calcul. Surtout quand dans les 120 milliards de dollars, vous avez création de, je dis ça de mémoire, je ne sais pas si c'est le chiffre exact, mais 60 000 postes de policiers, 60 000 postes d'imams. Voilà, je crois que c'est assez clair. Mais même chose en Algérie, on n'a pas eu les chiffres, mais aujourd'hui je vous mets au défi de trouver une Algérienne ou un Algérien adulte qui ne touche pas quelque chose du gouvernement, d'une façon ou d'une autre. Mes collègues algériens ont vu leur salaire multiplié par 3 au printemps 2011, tellement ils avaient peur d'agitation sur les campus. Donc le pétrole est une catastrophe. Il n'est pas seulement une catastrophe parce qu'il permet à ces régimes de corrompre et d'étouffer, mais il est une catastrophe parce que le pétrole étant une rente ne permet pas de produire des systèmes politiques fondés sur la responsabilité du dirigeant devant le peuple. On connaît que 2 démocraties pétrolières, c'est la Norvège et l'Indonésie. Toutes les autres sont des régimes autoritaires d'une façon ou d'une autre. Donc c'est terrible le pétrole. C'est terrible déjà en tant que tel, mais c'est aussi terrible du fait de l'internationalisation que ça induit pour des interventions directes. Alors attention, quand vous dites communauté internationale, c'est pas vrai. D'abord, la communauté internationale, entendons-nous, c'est censé être le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour l'invasion de l'Irak, la moitié du monde, y compris notre pays, et c'est un motif de fierté, était absolument opposé. Donc il n'y a jamais eu de consensus international ni sur l'invasion de l'Irak en 2003, ni sur l'intervention saoudienne et émirienne à Bahreïn. Il y a eu un aval américain, jusqu'à plus ample informé, et surtout avec Donald Trump en tête aux primaires républicaines. L'Amérique, c'est pas la communauté internationale. La communauté internationale, c'est un peu nous, c'est l'ONU, c'est autre chose. En revanche, il y a un problème avec l'ONU, qu'à l'ONU, c'est les États. Ça veut dire que Assad siège à l'ONU. C'est-à-dire qu'on est dans la situation d'essayer de faire accepter via l'ONU quelque chose à quelqu'un qui est censé y représenter son propre peuple, alors même qu'il le massacre. Alors la laïcité de ces régimes, excusez-moi, je ne sais pas où vous l'avez vu. La laïcité, c'est excellent comme instrument d'influence internationale, entre autres auprès de la gauche européenne et étrangère. Enfin bon, Saddam Hussein, il avait Allahu Akbar sur son drapeau, ce qui est quand même pas la marque de laïcité la plus évidente. Assad, il a un clergé aux ordres, que celui-ci soit musulman ou chrétien. Il n'y a absolument pas de séparation entre le politique et le religieux dans toutes ces dictatures. Il y a des imams qui sont des fonctionnaires, c'est-à-dire exactement le contraire. Alors vous pouvez considérer que l'islam qu'ils défendent est un islam qui vous est plus proche, mais vous ne pouvez pas dire que c'est de la laïcité. La laïcité, c'est la neutralité. Je n'impose pas ma vision du religieux. Alors, pour le Hezbollah, je vous remercie vraiment de votre question, parce que j'avais jamais pensé à ça comme ça, que le Hezbollah irait en Syrie pour se venger de l'armée syrienne qu'il a occupée. Oui, enfin, si vraiment il veut se venger de l'armée syrienne qu'il a occupée, qu'il s'occupe d'Assad, parce que c'est quand même les Assad, père et fils, qui ont occupé leur pays. D'ailleurs, j'ai jamais entendu quelqu'un du Hezbollah dire ça. Ils disent axe de la résistance, ils disent plein de choses. Alors, revenons, parce que je vais répondre à la fois Bahreïn et Hezbollah. Je suis historien. L'islam existe depuis à peu près 14 siècles. En 14 siècles, vous avez eu, si vous additionnez tout, un siècle de conflit entre sunnites et chiites.
Le reste, c'est des conflits entre sunnites ou des conflits entre chiites. Aujourd'hui, le soi-disant conflit inexpiable entre sunnites et chiites est en fait un affrontement entre deux régimes théocratiques qui sont la République islamique d'Iran et le Royaume d'Arabie saoudite. Qui donc, de toute façon, ne veulent pas que le peuple ait voix au chapitre, hein, mais qui mobilisent cette contradiction sunnite-chiite pour maintenir leur propre statu quo. À Bahreïn, non, les manifestants ne voulaient pas renverser le régime, justement, c'était très intéressant, ils n'étaient pas arrivés à ce stade révolutionnaire, ils voulaient la réforme constitutionnelle. Ils voulaient que, effectivement, les 70% qui sont chiites aient voix au chapitre face à une dynastie qui n'était plus représentative. Mais ils se seraient contentés de réformes. Aujourd'hui, par définition, la répression encourage des tendances beaucoup plus radicales. Mais on voit qu'au niveau du Bahreïn, les Iraniens ont encouragé des radicaux, pour faire simple, hein, qui n'étaient pas dans une logique réformiste, et ont, au fond, été assez soulagés que ce mouvement qui aurait pu être une troisième voie, au fond, tous ces gens-là, ce qu'ils détestent, c'est la troisième voie. C'est quelque chose qui soit ni Assad, ni Daesh en Syrie, qui ne soit ni sunnite, ni chiite au Bahreïn, etc. etc. Hein. Et donc, l'Arabie est intervenue, hein, et les Émirats, mais j'insiste là encore, ils n'ont pas participé directement à la répression. Mais ils sont intervenus et ils ont fournit la couverture internationale pour les forces locales de répression. Quand on dit local, il faut savoir que la police et l'armée à Bahreïn ce sont largement des naturalisés qui sont jordaniens, pakistanais, qui ne sont pas en fait des Bahreïnis d'origine, hein, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Donc Bahreïn a effectivement été la première contre-révolution réussie, dès mars 2011, et avec la participation saoudienne, émirienne, l'aval américain, mais à mon avis, bon, je ne peux pas aller trop loin sur ça, aussi le lâche soulagement iranien, parce que ça les aurait embêtés. Alors le Hezbollah en Syrie, c'est une toute autre histoire. Il y a effectivement chiites, sunnites, mais le Hezbollah a agi au début vraiment comme milice de l'Iran, avant que les Iraniens, du fait de la déliquescence de l'armée d'Assad, soient obligés d'intervenir directement avec les gardiens de la révolution, et également en mobilisant d'autres milices chiites en Irak et en Afghanistan. Donc on a eu, en fait dès 2012, hein, les troupes de choc du Hezbollah qui ont suppléé à l'armée d'Assad pour la contre-insurrection en milieu urbain. Parce que ça, l'armée d'Assad ne sait pas faire, d'ailleurs les Russes non plus ils ne savent pas faire, ils savent faire que Grozny. Hein, ils bombardent tout, ils détruisent tout, tandis que le Hezbollah a une certaine expertise en combat en milieu urbain. Mais bon, on sait en France... les résistants contre les nazis qui deviennent ce qu'ils deviennent en Algérie, etc. Il y a eu un moment extraordinaire en printemps 2013 quand le Hezbollah occupe une ville que tout le monde a oublié le nom aujourd'hui, qui s'appelle Qousseir, mais ça a été une très grande bataille à l'époque, et moi j'ai récupéré les vidéos du Hezbollah qui les avait imprudemment mis en ligne, et quand ils découvrent les tunnels de la résistance syrienne, ils disent « Oh, quelle bande de chiens !» Nous, on faisait ça contre les Israéliens, on leur a appris, et maintenant ils font ça contre nous. Hein, ce qui veut dire que résistant un jour ne veut pas dire résistant toujours. Hein, on peut très bien passer de résistant à occupant quand on n'est plus dans son pays, ce qui à mon avis est le cas du Hezbollah aujourd'hui. Mais simplement, ce que je voulais vraiment dire, pour être encore plus clair dans mon exposé, c'est qu'aujourd'hui, au fond, dans le monde arabe, vous avez une clarification des enjeux politiques, même si tous ces dictateurs, tous ces djihadistes, ils veulent qu'on n'y comprenne rien, ils veulent qu'on soit dégoûté, ils veulent qu'on se détourne, parce qu'ils veulent qu'on abandonne ces peuples à leur sort et en leurs mains. Mais au fond, c'est assez simple maintenant. Vous avez d'un côté les gens qui considèrent que le peuple est la source de la souveraineté, et là, vous avez des nationalistes et des islamistes, vous avez des laïcs et des pas laïcs, vous avez de tout, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Puis il y avait ceux qui considèrent que le peuple n'est pas la source de la souveraineté. Soit parce que la source de la souveraineté, c'est
Daesh, soit parce que la source de la souveraineté, c'est Sisi, la famille royale saoudienne, etc., etc. Mais c'est assez clair maintenant. Hein. Et donc vous avez des recompositions qu'on ne voit pas encore, parce qu'on a, comme toujours en période révolutionnaire, hein, Gramsci, le nouveau monde est déjà là, mais le vieux monde est encore là. C'est normal, hein, on zappe pas avec une révolution. Ça se mélange toujours. Et donc, on ne voit pas encore l'émergence. Mais aujourd'hui, c'est très clair. Et les Arabes comprennent parfaitement qui pense que la souveraineté est du côté du peuple et qui le refuse. Une autre question? Bonjour. Alors, j'aimerais vous remercier pour votre travail, pour la lumière que vous apportez sur l'Europe. Si vous me permettez, j'aurais deux questions. En fait, la première concerne l'issue de la révolution. Parce qu'on l'a vu dans les peuples arabes, aujourd'hui ils se révoltent, ils ont un désir de liberté et de démocratie. Mais est-ce que ça va vraiment profiter au peuple arabe? Parce qu'on l'a vu avec l'exemple de l'Algérie, la guerre de décolonisation, qui est une révolution depuis la décennie noire. Mais ça a profité au FLN, à l'armée. Le peuple aujourd'hui en Algérie, on ne peut pas parler de démocratie en Algérie. Mais dans d'autres pays, hein, quand on voit la Libye avec la prise de pouvoir de Kadhafi, qui a été soutenue par le peuple, qui a été vu comme un révolutionnaire, mais juste après on s'est révolté contre lui. Donc est-ce que réellement ces révolutions-là profitent à la population arabe? Est-ce qu'elles profitent vraiment aux gens qui se sont révoltés? Ou est-ce qu'elles profitent à une élite dans l'obscurité qui n'attend simplement que la chute d'un régime pour mettre en place un nouveau régime? Et ma deuxième question concerne le problème syrien, parce qu'aujourd'hui on parle d'une révolution en Syrie, on parle de problèmes politiques. Est-ce que ce ne serait pas des problèmes économiques quand on pense au pipeline de gaz qui devait être fait entre l'Arabie Saoudite et la Syrie, puis qui a été changé pour enfin être signé avec l'Iran? La Turquie l'a très mal pris, l'Arabie Saoudite l'a très mal pris, les pays européens dans la généralité, mais à part la Russie, l'ont très mal pris. Donc, est-ce que réellement aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de révolution arabe sans parler des problèmes économiques derrière et du jeu des alliances tribales qui existent? Parce qu'aujourd'hui en Libye, on a renversé Kadhafi pour mettre en place des tribus qu'on a armées, que l'Europe a armées et qui s'entretuent et qui ne sont pas prêtes de s'entretuer. Merci. Oui. Ce sera le dernier round, parce qu'il va falloir que j'y aille. Mais je vais y répondre à toutes, aux trois questions, enfin aux trois, dans leur décomposition. Bonsoir, merci de votre conférence, c'était instructif. Je voulais poser une question. Comme vous l'avez affirmé, l'extrême majorité des Arabes se sont concernés par le sort des Gazaouis, enfin des Palestiniens en général. On est tous d'accord là-dessus. Et en fait, je voulais savoir pourquoi, d'après vous, il n'y a pas eu d'intervention militaire de la part des pays arabes, une sorte de coalition durant, par exemple, l'opération du plan Turci en 2008, ou bien l'opération en 2014, dont j'ai oublié le nom. Et je comprends qu'il y a le spectre de la guerre des 6 jours, qui est encore, c'est où Israël, ils ont infligé une défaite aux pays arabes, notamment en Égypte. Mais je voulais savoir pourquoi, par exemple, en 2008 ou encore une fois en 2014, il n'y a pas une sorte de coalition pour venir en aide concrètement, je veux dire. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que les pays arabes sont contre ce qui se passe en Palestine, mais pourquoi il n'y a pas le passage à l'acte, en fait? Merci. Il y a une dernière question ici. On la prend? Oui. Je n'ai qu'une parole. Hein. J'ai dit que j'en prenais trois. Merci en tout cas pour la qualité de votre intervention. Merci à vous. Sa densité aussi, parce qu'il va falloir le temps que ça décante. Moi j'avais une question, une remarque, en fait c'est seulement, c'est quand vous avez parlé des dirigeants, notamment M. Boumedienne et M. Nasser, qui avaient fait illusion auprès des gauches européennes. Alors du coup ça m'a fait un petit, puisque moi-même étant de la gauche européenne, de gauche et européen, j'ai toujours considéré Gamal Abdel Nasser et Wadi Boumedienne comme des personnes qui avaient permis d'une part la libération de leur pays vis-à-vis de la France et vis-à-vis de la monarchie avec les jeunes officiers en Égypte, mais aussi le développement économique et l'amélioration des conditions de vie dans ces pays-là. Et sauf erreur, je crois aussi avoir vu qu'en 67,
la population égyptienne avait manifesté pour que M. Nasser revienne au pouvoir alors qu'il avait démissionné. Et du coup, je suis un peu perdu, parce que j'aimerais que vous reveniez sur cet élément que vous avez donné, sur en quoi est-ce que ces autocraties-là, finalement, posaient peut-être plus de problèmes que les régimes qu'on pourrait avoir aujourd'hui, qui sont complètement chaotiques, comme en Libye, et qui, enfin voilà. Moi, la question que je me pose, elle est à ce niveau-là moral, c'est est-ce que, alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais est-ce qu'il y a pas une forme de bonne dictature? Voilà. Ah, c'est pas moral, c'est immoral. Excusez-moi. Non, mais je vais commencer par. Alors bon, je peux pas évidemment traiter tout ça. Bon, c'est pas pour faire. Mais il se trouve que j'essaie de répondre à ces questions qui sont des questions fréquentes, notamment justement dans les milieux de gauche. Je pense que vous avez, pour faire très simple, de 1922 à 1971, vous avez un demi-siècle d'indépendance arabe, qui commence par l'indépendance de l'Égypte et qui finit par les indépendances du Golfe. Et à l'intérieur, vous avez de 49 à 69, 20 ans de grands détournements, je l'appelle comme ça, où en fait, les élites nationalistes, qui sont ce qu'elles sont, mais vous savez, quand on dit qu'elles étaient corrompues, faibles ou autres, en comparaison de ce qui est arrivé ensuite, c'était vraiment, on change complètement de dimension. Bon, alors, il y a énormément de manipulations. Bon, je rappelle quand même que Ouari Boumedienne, sa contribution à la libération de l'Algérie, elle est quand même discutable. Il dirigeait l'armée des frontières, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été vraiment engagée dans les combats contre les Français, et qu'en revanche, dès l'été 1962, elle a massacré des milliers d'Algériens pour installer Ben Bella au pouvoir, et 3 ans plus tard, le renverser. Le progrès économique de l'Algérie, l'industrie industrialisante, la collectivisation agricole, bon, tout ça c'est quand même Boumedienne, hein, donc je ne sais pas si ça a beaucoup contribué à la prospérité des Algériennes et des Algériens, je crois même tout le contraire. Quant à Nasser, en effet, on le rappelle, mais en fait, c'est un jeu, alors j'ai essayé d'expliquer ça, parce qu'en plus, ces cliques qui prennent le pouvoir, qui sont généralement militaires, qui viennent, militaires et services de renseignement, en fait, sont obsédés par leur propre lutte de pouvoir. Hein, Boumedienne contre Ben Bella, puis après contre son chef d'état-major, etc., etc. Et Nasser, quand il démissionne, en fait, il démissionne la direction, et ses partisans, effectivement, descendent dans la rue, parfois spontanément, parfois pas moins spontanément, et le ramènent lui au pouvoir. Donc en fait, c'est une vraie fausse démission qui lui permet d'éliminer le chef d'état-major. Pour vous donner juste une indication qui vous fera peut-être sourire, Hosni Ait Ahmed, donc le dernier survivant des 9 fondateurs du Front de Libération Nationale, a refusé de rentrer en Algérie jusqu'à sa mort. Il vivait en exil. Néanmoins, le régime algérien, justement, problème de légitimité, a décrété des funérailles nationales qui ont été refusées par la famille, et finalement il y a eu un deuil national. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'un quotidien gouvernemental a dit le grand Hosni Ait Ahmed qui a échappé des geôles de l'occupant français. Ah, pas de chance, il n'avait échappé des geôles de Ben Bella. Donc vous voyez la confusion qu'il y a toujours. Mais c'est un immense débat. Moi je veux juste dire que oui, Kadhafi populaire en 69, oui. Enfin, moi je constate que quand on fait la révolution, on ressort les drapeaux de la monarchie. Moi je suis pas pro-monarchie, hein, loin de là, je suis d'origine espagnole. Hein. Donc, mais que en comparaison du totalitarisme d'un Kadhafi, au fond, même la période de Sénoussi, donc Idriss, apparaît relativement comme une période, j'ose pas dire bénie, mais en tout cas où on était moins menacé dans son intégrité. Parce qu'il y a ça, bon, nous on voit, alors on est là, on dit ah oui, c'est l'anarchie, c'est le règne des milices, c'est une horreur. J'ai vécu ça comme représentant de la Fédération internationale des droits de l'homme au Liban. C'est comme si chaque chef de milice était un petit dictateur, parce qu'il a effectivement pouvoir de vie ou de mort sur son quartier, sur son territoire, etc. Mais aujourd'hui en Libye, les gens, c'est pas les Européens qui les ont armés. Ça aussi, c'est que il faut arriver à accepter que l'histoire peut se faire sans nous, voire contre nous, si on ne le joue pas bien. Fondamentalement, les armes, elles ont été prises, en tout cas celles qui sont utilisées aujourd'hui, dans les arsenaux de Kadhafi. C'est pas ce qui a été livré pendant l'été 2011, qui était beaucoup plus limité qu'on l'a dit,
qui aujourd'hui permet aux gens de continuer la guerre civile. Et je constate, mais là aussi, vous verrez que je suis un incorrigible optimiste, que si les gens se battent en Libye, c'est parce qu'ils veulent tous le pouvoir. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas la sécession. Or, rappelez-vous, du temps de Kadhafi, on disait si Kadhafi n'est pas là, il est le seul qui tient le pays ensemble, Benghazi fera sécession, etc., etc. Donc, ce qu'on a aujourd'hui en Libye, si j'ose dire, c'est une constituante aux armes lourdes. Voilà. C'est pas très sympathique. J'aimerais pas être député dans cette constituante, mais surtout être président de commission. Mais au fond, c'est cela. Bon. Alors, pour la Palestine, soyons très clairs. Il y a un sentiment des peuples arabes pour la Palestine, mais la plupart de ces régimes ne veulent absolument pas que les Palestiniens aient leurs droits. Aujourd'hui, la bande de Gaza dont on parle, le blocus est beaucoup plus dur du côté égyptien que du côté israélien. Du côté égyptien, vous avez 1 à 3 kilomètres de zones totalement détruites qu'ils sont en train d'inonder. De même que les Égyptiens font une chose que jamais les Israéliens n'ont faite, c'est-à-dire injecter de l'eau souillée, je ne fais pas un dessin, c'est poli ce que je dis, dans les tunnels pour qu'elle infecte Gaza et que les Palestiniens arrêtent d'essayer de sortir. Ça, c'est des choses absolument... De même que Bachar al-Assad a bombardé à l'aviation de chasse le principal camp de réfugiés de la banlieue de Damas, le camp de Yarmouk. Donc, que ces régimes aient envie de faire quoi que ce soit pour les Palestiniens, franchement, j'en doute. Donc, ça ne m'étonne pas. Et au contraire, je vous dis que, et comme ça me permettra de finir avec Gaza, que la plupart de ces militants, en tout cas si on prend, en Égypte c'est très clair, les gens qui prennent la place de Tahrir, ils sont pas beaucoup, ils ont avec eux des dizaines de milliers de personnes, mais ceux qui mettent en place la prise de Tahrir, ils sont une trentaine. Ils ont pratiquement tous été tabassés ou mis en prison à cause de Gaza en 2008-2009. Donc, au contraire, il y a une continuité entre la contestation de leur propre régime et la solidarité avec les Palestiniens en général et avec Gaza en particulier, vu que Gaza est devenu le symbole de cette grande injustice qui est faite aux Palestiniens. Merci de votre attention. Un très grand merci pour tout ce que vous avez apporté. Je crois qu'on démarre bien dans cette année du 20e anniversaire. Je me permets de dire aussi une date que j'ai oubliée tout à l'heure. Le 19 mars, il y a le Salon des langues à l'Audiovette, comme chaque année. Et ceux qui l'organisent m'ont demandé de parler à 3 heures de la coopération avec Gaza. Donc ceux qui ont envie de venir, vous êtes